Regardez autour de vous, juste là. Regardez la lumière qui rebondit sur cette tasse de café ou celle qui traverse la fenêtre pour venir frapper votre main. C'est banal, n'est-ce pas? C'est la chose la plus ordinaire du monde. Vous avez une image très claire dans votre tête de ce qui est en train de se passer. Vous imaginez la lumière comme une petite balle ou une flèche minuscule qui part de la source, file tout droit à travers l'air, vroom, en ligne droite, et atterrit sur votre rétine. C'est propre, c'est géométrique. C'est ce qu'on vous a appris à l'école. La lumière voyage en ligne droite. Et si je vous disais que c'est une illusion totale? Non, je ne parle pas d'une illusion d'optique. Je ne parle pas de mirage. Je parle d'une erreur fondamentale sur la nature de la réalité. Posez-vous cette question simple. Une question qui devrait vous empêcher de dormir ce soir. Quand vous voyez votre reflet dans un miroir ou quand un rayon de lumière traverse l'eau, comment la lumière sait-elle où elle va? On nous dit que la lumière choisit toujours le chemin le plus rapide. Le principe de Fermat, n'est-ce pas? Mais réfléchissez une seconde. Pour choisir le chemin le plus rapide, il faut connaître tous les autres chemins, non? Comment un photon, une particule, sans cerveau, sans yeux, sans conscience, fait-il pour calculer la trajectoire optimale avant même de partir? Est-ce que la lumière renifle l'univers? Est-ce qu'elle possède une préscience divine? L'idée que la lumière voyage d'un point A à un point B en ligne droite n'est pas seulement une simplification. C'est un mensonge qui masque la vérité la plus étrange, la plus folle de notre univers. La vérité, c'est que cette particule de lumière qui frappe votre œil en ce moment, elle n'a pas seulement voyagé en ligne droite. Elle a fait quelque chose d'impossible selon votre intuition. Elle a emprunté tous les chemins. Et quand je dis tous, je veux dire tous. Elle est passée par la gauche, par la droite, elle a fait un détour par la Lune, elle a peut-être même fait le tour de la galaxie d'Andromède avant de revenir toucher votre rétine. Vous pensez que je plaisante? Que c'est une métaphore poétique? Pas du tout. C'est la seule façon mathématique de décrire ce qui se passe réellement. Si vous croyez que la lumière est une flèche qui va tout droit, vous ne regardez pas l'univers. Vous regardez une carte postale rassurante, préparez-vous. Nous allons déchirer cette carte postale. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement une bizarrerie de la lumière, c'est le mécanisme secret qui permet à la réalité d'exister. Vous pensiez comprendre comment vous me voyez en ce moment? Vous n'en avez pas la moindre idée. Descendons d'un cran. Oublions mes histoires de galaxies d'Andromède pour l'instant. Revenons dans votre salon. Je veux que nous regardions ensemble une expérience que vous avez faite 10 000 fois sans jamais vraiment la voir. Imaginez un miroir posé à plat sur une table. C'est simple, c'est propre. D'un côté, vous avez une petite ampoule, disons une source de lumière ponctuelle. De l'autre côté, il y a votre œil. La lumière part de l'ampoule, descend vers le miroir, rebondit et remonte jusqu'à votre œil. La question est triviale. Où la lumière frappe-t-elle le miroir? Vous n'avez pas besoin d'un doctorat pour répondre. Votre intuition le sait déjà. Elle frappe exactement au milieu, là où les angles sont égaux. L'angle d'arrivée est égal à l'angle de départ. C'est comme une balle de billard qui rebondit sur la bande. C'est symétrique, c'est élégant. Si je couvre le bord gauche du miroir avec un tissu noir, voyez-vous encore la lumière? Oui. Si je couvre le bord droit, oui, encore. Il semble évident que ces parties du miroir ne servent à rien pour ce rayon lumineux spécifique. La lumière semble avoir ignoré les zones inutiles. Elle a visé juste. Elle a pris le chemin le plus logique. C'est là que notre cerveau se sent à l'aise. Nous adorons cette idée. Nous nous disons, la nature est économe. Pourquoi la lumière irait-elle se promener sur les bords du miroir si c'est pour perdre du temps? Elle va droit au but. C'est le chemin le plus court en temps. Cette intuition est si puissante, si ancrée en nous, qu'on a bâti toute l'optique classique dessus. Quand on conçoit des télescopes, des lunettes, des appareils photo, on trace des lignes droites, on dessine des rayons, on utilise des règles et des rapporteurs. Et le pire, ça marche, les ponts ne s'écroulent pas, les lunettes corrigent la vue. Alors, on se sent en sécurité. On se dit que la lumière est une chose disciplinée. On imagine le photon comme un petit soldat qui obéit aux lois de la géométrie euclidienne. On se dit, le photon est là, au centre du miroir, et il n'est pas sur les bords. C'est une vision rassurante du monde, une vision où les objets ont des positions définies et des trajectoires uniques. Une vision où si vous ne regardez pas le bord du miroir, il ne s'y passe rien. Gardez cette sensation de confort, sentez cette certitude géométrique. Parce que je vais vous demander de faire quelque chose de très simple, quelque chose de mécanique, qui va prendre cette certitude et la briser en 1000 morceaux. Nous allons juste gratter un peu la surface de ce miroir, et vous allez voir que ce chemin unique est la plus grande illusion de l'histoire de la physique. Prêt pour le premier craquement? Remontons le temps un instant, pas jusqu'au Big Bang, non. Arrêtons-nous au XXe siècle chez un juriste français qui faisait des maths pendant son temps libre, Pierre de Fermat. Fermat a regardé ce comportement de la lumière, cette manie d'aller toujours au bon endroit, et il a formulé une loi qui semble innocente, mais qui est en réalité profondément dérangeante. Il a dit «
La lumière emprunte toujours le chemin qui prend le moins de temps, pas la distance la plus courte. Attention, le temps le plus court, imaginez que vous êtes un maître nageur sur la plage. Quelqu'un se noie dans l'eau, en diagonale par rapport à vous. Vous pouvez courir vite sur le sable, mais vous nagez lentement dans l'eau. Si vous tracez une ligne droite vers le noyer, vous passez trop de temps dans l'eau. C'est mauvais. Pour arriver le plus vite possible, vous devez courir un peu plus longtemps sur le sable, pour profiter de votre vitesse et couper court dans l'eau. Votre trajectoire se brise au bord de l'eau. C'est exactement ce que fait la lumière quand elle passe de l'air à l'eau. On appelle ça la réfraction. Bravo Fermat. Tout le monde applaudit. C'est brillant. Mais attendez une minute. Arrêtez d'applaudir et réfléchissez. Le maître nageur a un cerveau, il peut voir la cible, il peut calculer, il peut se dire « si je cours par ici, j'arriverai plus vite ». Mais le photon n'a pas de cerveau, il n'a pas de calculatrice. Et pourtant, au moment précis où il quitte la source, il semble déjà savoir quel angle prendre pour minimiser son temps de trajet futur. C'était la première fissure, le premier véritable mal de crâne. Comment la lumière peut-elle connaître la fin de l'histoire avant même de l'avoir commencée ? Est-ce que la nature a une intention? Est-ce qu'elle veut être efficace? Pendant des siècles, on a balayé ça sous le tapis. On a dit « c'est comme ça, ce sont les ondes, ça s'arrange ». Mais cette idée d'une destination finale qui dicte le comportement initial est une absurdité causale. Une particule ne devrait réagir qu'aux forces qui la touchent maintenant, pas à celles qui l'attendent dans 3 mètres. Newton pensait que la lumière était des corpuscules, des particules. Huygens disait que c'était des ondes. Ils avaient en tous les deux raison et tous les deux tort. Mais aucun d'eux ne pouvait expliquer comment la lumière faisait pour renifler le chemin optimal sans explorer les autres. L'intuition classique nous disait « il y a un chemin ». L'observation nous disait « c'est le chemin le plus rapide ». La logique nous hurlait « c'est impossible de deviner le chemin le plus rapide sans connaître tous les autres ». Quelque chose clochait, quelque chose de fondamental. Et pour voir l'ampleur du désastre, nous allons devoir faire une expérience qui va insulter votre bon sens. Revenons à notre miroir. Regardez les bords, tout à gauche et tout à droite. Ces zones où, selon votre bon sens, la lumière ne va pas. C'est sombre, n'est-ce pas? Si je place un détecteur de lumière à ces endroits, il ne capte rien, zéro. L'intuition crie, c'est vide. Il n'y a pas de lumière ici parce que ce n'est pas le chemin le plus court. C'est faux, archi faux. C'est là que je vais briser votre logique. Imaginez que je prenne un outil très fin et que je commence à gratter le verre sur ces zones sombres. Je vais enlever des bandes de miroir. Je vais détruire une partie de la surface réfléchissante. Je laisse une bande de miroir, j'en gratte une, j'en laisse une, j'en gratte une. Je fais des rayures microscopiques, espacées très précisément. Réfléchissez à ce que je viens de faire. J'ai enlevé de la matière. J'ai réduit la capacité du miroir à réfléchir. Si la lumière n'allait déjà pas là quand le miroir était parfait, elle devrait y aller encore moins maintenant qu'il est abîmé, non ? Je rallume la lampe, et là, miracle. Soudain, à l'endroit précis où il faisait noir, une lumière éclatante apparaît. Elle ne vient pas du centre, elle vient des bords, elle vient de là où j'ai cassé le miroir. Vous avez bien entendu, en enlevant des bouts de miroir, j'ai créé une réflexion plus forte. Comment est-ce possible? Comment moins de miroir peut-il donner plus de lumière? C'est le moment de comprendre que votre intuition vous mentait depuis le début. Quand le miroir était intact, la lumière allait déjà sur les bords. Elle bombardait ces zones inutiles. Mais elle arrivait de telle manière que les rayons se tuaient les uns les autres. Un rayon disait plus, l'autre disait moins. Et la somme faisait 0. Ils s'annulaient. C'était un massacre silencieux. En grattant le miroir, j'ai enlevé les rayons qui disaient moins. J'ai empêché l'annulation. J'ai supprimé les assassins et soudain, les victimes survivantes les sont devenues visibles. Cela change tout, absolument tout. Cela signifie que la lumière ne choisit pas le chemin du milieu. Elle emprunte tous les chemins. Elle frappe le centre, elle frappe les bords, elle frappe partout. La seule raison pour laquelle vous ne voyez que le centre, c'est parce que c'est le seul endroit où tous les chemins sont d'accord entre eux et s'additionnent au lieu de s'entretuer. La réalité n'est pas une ligne droite unique. La réalité est une orgie de tous les possibles où la plupart des chemins s'annulent dans l'obscurité, laissant émerger une seule illusion de stabilité. La ligne droite. Mais pour accepter cela, il faut changer de logiciel mental. Il faut arrêter de penser trajectoire. Il faut penser flèche. Alors, comment la nature fait-elle ce tour de magie? Comment décide-t-elle où mettre de la lumière et où mettre du noir? Oubliez les ondes sinusoïdales compliquées. Oubliez les équations différentielles. J'ai une meilleure image pour vous. Une image qui contient toute la mécanique quantique. Imaginez que chaque photon possède un petit chronomètre interne, une seule aiguille qui tourne très très vite. Dès que le photon part de la source, le chronomètre démarre.
Tic-tac, tic-tac, l'aiguille tourne, tant que le photon vole, l'aiguille tourne. Au moment précis où le photon touche votre œil ou le détecteur, on arrête le chrono. Maintenant, regardez dans quelle direction pointe l'aiguille. Disons qu'elle pointe vers 3 heures. On dessine une petite flèche dans cette direction. C'est tout. C'est ça, l'unité fondamentale de la réalité, une petite flèche. Voici la règle d'or de l'univers, la seule règle que vous devez retenir. Pour savoir ce qui se passe vraiment, vous devez calculer le trajet de tous les chemins possibles, arrêter le chronomètre pour chacun et dessiner la flèche correspondante. Ensuite, vous ne faites pas la moyenne. Non. Vous faites quelque chose de plus étrange, vous mettez les flèches bout à bout, la tête de la première sur la queue de la deuxième, et ainsi de suite. Regardez ce qui se passe au centre du miroir, là où le trajet est le plus court. Si je prends un chemin juste un tout petit peu à côté du chemin idéal, le temps de trajet change à peine. C'est le fond de la vallée, le temps est presque le même, donc l'aiguille du chronomètre pointe presque dans la même direction. Résultat, les flèches s'alignent. Elles s'ajoutent les unes aux autres pour former une flèche géante. C'est ça, la lumière que vous voyez. Une accumulation de possibilités presque identiques. Mais regardez sur les bords du miroir. Là-bas, les chemins sont beaucoup plus longs. Si je déplace le point de réflexion d'1 millimètre, le temps de trajet change énormément. Le chronomètre a le temps de faire un tour de plus ou un demi-tour. Une flèche pointe à droite, la suivante pointe à gauche, l'autre en haut, l'autre en bas. Quand vous les mettez bout à bout, elles tournent en rond. Elles forment un petit gribouillis qui ne va nulle part. La distance finale est nulle. Résultat, pas de lumière. Le noir total. C'est ça la révolution. La lumière ne sait pas où est le chemin le plus court. Elle explore bêtement partout, mais c'est seulement autour du chemin le plus court que ses tentatives ne s'annulent pas. Le monde macroscopique, le monde des lignes droites que vous aimez tant, n'est rien d'autre que la petite zone où les flèches quantiques ont arrêté de tourner en rond pour marcher ensemble. La ligne droite est une émergence statistique, pas une loi fondamentale. Et maintenant que vous avez cette horloge en tête, vous allez voir que cela déforme non seulement l'espace, mais aussi le temps lui-même. Si vous avez accepté mon histoire de petites flèches et de chronomètre, et vous devriez, car l'univers ne fonctionne que comme ça, alors vous devez accepter 3 vérités qui vont heurter votre bon sens de plein fouet. Ce ne sont pas des détails techniques, ce sont les nouvelles règles du jeu. Première conséquence, l'espace n'est pas une scène vide, c'est un acteur principal. Nous avons l'habitude de penser que si un photon voyage de la lampe à votre œil, ce qui se passe à 1 mètre sur la gauche n'a aucune importance. On se dit, le photon n'est pas là-bas, donc on s'en fiche. C'est une erreur monumentale. Dans le grand livre de contes de l'univers, tous les chemins existent. Même ceux qui semblent délirants, même ceux qui font un détour par le plafond. Certes, pour un trajet simple dans l'air, ces chemins lointains ont des flèches qui tournent comme des folles et s'annulent mutuellement. Leur contribution finale est nulle. Mais attention, s'annuler ne veut pas dire ne pas exister. Cela signifie que la lumière ne voyage pas dans l'espace comme une voiture sur une route. La lumière est une propriété qui tâte l'intégralité de l'espace entre la source et le détecteur. Si vous placez un obstacle quelque part où la lumière n'est pas censée être, vous pouvez soudainement empêcher une annulation et faire apparaître de la lumière ailleurs. L'espace entier participe au calcul de la probabilité d'arrivée du photon. Deuxième conséquence, vos lunettes sont des machines à manipuler le temps, pas l'espace. Comment fonctionne une lentille convergente? On vous a appris à l'école qu'elle courbe les rayons lumineux vers un point focal. C'est une explication géométrique, froide et trompeuse. Regardez une loupe. Elle est plus épaisse au centre et plus fine sur les bords. Pourquoi? Parce que la lumière voyage plus lentement dans le verre que dans l'air. C'est du trafic dense pour les photons. Le photon qui passe par le centre de la loupe a le trajet le plus court en distance, ligne droite, mais on lui met un handicap, une grosse épaisseur de verre à traverser. On le ralentit, le photon qui passe par les bords a un trajet plus long, en diagonale, mais il voyage presque tout le temps dans l'air où il peut courir vite. Le génie de la lentille, c'est le principe de Fermat, appliqué à l'envers. On s'arrange pour que le temps de trajet au centre, court mais lent, soit exactement égal au temps de trajet sur les bords, long mais rapide. Résultat, peu importe par où ils passent, tous les photons arrivent au même moment sur la feuille de papier. Leur chronomètre marque la même heure. Leurs flèches pointent dans la même direction, elles s'additionnent, boum, ça brûle. Une lentille ne dévie pas la lumière, elle synchronise les montres des photons pour qu'ils frappent ensemble avec une force maximale. Troisième conséquence, la réalité solide est une illusion statistique. C'est l'idée la plus vertigineuse. La ligne droite, ce rayon de lumière réel et unique que vous voyez, n'est pas une loi fondamentale. C'est une émergence. La trajectoire classique n'existe que parce qu'elle est entourée d'une infinité de trajectoires quantiques qui se détruisent les unes les autres. C'est comme une démocratie où la voix du centre ne gagne que parce que les extrêmes se neutralisent parfaitement.
Si vous pouviez, par magie, supprimer le chaos des chemins quantiques d'hommes tordus, vous ne clarifieriez pas l'image. Au contraire, sans le chaos, pour dire non sur les côtés, l'ordre ne peut pas dire oui au centre. La lumière se disperserait partout. La stabilité de votre monde quotidien, le fait que les objets semblent être à un endroit précis, repose entièrement sur cette danse frénétique et invisible des possibilités qui s'annulent. L'ordre est un enfant du désordre. Et si vous pensez encore que tout ça n'est que de la philosophie pour tableau noir, détrompez-vous. Nous avons construit le monde moderne sur ce principe. Vous pourriez me dire, c'est une belle histoire, Richard, des flèches, des horloges, des chemins magiques. C'est très poétique, mais est-ce que c'est vrai ? Je suis physicien, pas poète. Je me fiche de la beauté si elle ne colle pas avec l'expérience. Et la nature a un moyen très brutal de nous dire si on a tort, la mesure. Regardez l'expérience des fentes de Young, mais faites-la façon moderne. Envoyez la lumière non pas comme un flot continu, mais grain par grain. Un seul photon à la fois. Clic, silence, clic, silence. On place un écran au fond qui enregistre chaque impact. Au début, les points semblent aléatoires. Mais attendez 1 heure, attendez 10 000 impacts. Que voyez-vous apparaître ? Des franges d'interférence, des zones où les photons ne vont jamais. Réfléchissez à ce que ça implique. Le photon était seul dans la boîte. Il n'y avait personne avec qui interférer. Il n'y avait pas d'eau, pas de foule. Pour créer cette figure d'interférence, ce photon unique a dû passer par la fente de gauche ET, par la fente de droite en même temps. Il a dû explorer les 2 chemins, calculer ses propres flèches et décider où atterrir. Ce n'est pas de la spéculation, c'est ce que vous voyez sur l'écran. Mais si cela ne vous suffit pas, parlons de précision. Avec cette théorie absurde de somme des chemins, qu'on appelle l'électrodynamique quantique ou QED, j'ai calculé une propriété de l'électron appelée son moment magnétique. C'est un nombre qui décrit comment un électron tourne dans un champ magnétique. Le calcul est un cauchemar. Il faut additionner des milliers de diagrammes, des milliers de chemins possibles où l'électron émet un photon, le réabsorbe, fait une boucle, croise une autre boucle. Mes étudiants et moi avons passé des années à griffonner des pages. D'un côté, nous avons le calcul théorique, un des C5 de l'autre, des expérimentateurs géniaux dans un labo ont mesuré la valeur réelle. 5 devant, ça colle, mais vous ne réalisez pas à quel point ça colle. La précision de cet accord est équivalente à mesurer la distance entre New York et Los Angeles, environ 4000 kilolitres, avec une précision égale à l'épaisseur d'un cheveu humain. Il n'y a aucune autre théorie dans toute l'histoire de la science, ni chez Newton, ni chez Einstein, qui atteint ce niveau de précision. Pas une seule. Si cette histoire de flèches qui tournent était fausse, si je me trompais d'1 milliardième de % sur la façon dont la lumière choisit son chemin, ces 2 nombres ne colleraient pas. Mais ils collent. Alors, quand je vous dis que la lumière emprunte tous les chemins, ce n'est pas une hypothèse. C'est la loi la mieux vérifiée de l'univers connu. Et maintenant, nous devons revenir à notre question de départ pour comprendre ce que cela dit sur vous. Revenons une dernière fois à notre question de départ, celle qui nous empêchait de dormir. Comment le photon, en rebondissant sur le miroir ou en traversant l'eau, sait-il quel est le chemin le plus rapide ? Comment peut-il avoir cette préscience divine ? La réponse est maintenant devant vous, et elle est d'une beauté terrifiante. Il ne le sait pas. Le photon ne calcule rien. Il ne choisit pas. Il n'est pas intelligent, et la nature n'est pas économe. Au contraire, la nature est d'une extravagance absolue. Pour déplacer une seule particule de lumière d'un point A à un point B, l'univers déploie la totalité des scénarios possibles. Il gaspille une infinité d'énergie à explorer les chemins absurdes, les boucles inutiles, les détours vers les étoiles lointaines. La lumière, et c'est tout, absolument tout. Mais, par le jeu implacable des interférences, par l'addition de ces petites flèches qui tournent, la quasi-totalité de cette extravagance s'efface d'elle-même dans le néant. Les chemins fous s'annulent, ils existent, mais ils ne survivent pas à leur propre désordre. Seul survit, seul émerge, seul brille le petit faisceau de chemin où les temps sont similaires. Ce que nous appelons loi de la physique, la lumière voyage en ligne droite, n'est pas une règle imposée d'en haut. C'est le résidu survivant du chaos quantique. C'est comme si, pour savoir combien font 2 plus 2, l'univers criait tous les nombres de l'infini en même temps, et que seul le 4 résonnait parce que tous les autres nombres se taisaient mutuellement. Comprenez-vous ce que cela signifie pour vous ? Vous n'êtes pas fait de billes solides. Les atomes de votre corps, les électrons dans vos neurones qui vous permettent de comprendre cette phrase, obéissent aux mêmes règles. Un électron ne tourne pas autour du noyau comme une planète. Il est une brume de possibilités qui essaie d'être partout à la fois. La stabilité de la matière, la solidité du sol sous vos pieds, le fait que vous ne traversiez pas votre chaise, tout cela tient au même miracle. Les interférences constructives.
Nous ne vivons pas dans un univers d'objets définis qui suivent des rails. Nous vivons au sommet d'une vague de probabilités. La réalité classique, celle que vous touchez, est simplement l'endroit où les flèches de l'univers se sont mises d'accord pour pointer dans la même direction. Il n'y a pas de chemin unique, il y a une somme d'histoires. Et l'histoire que nous voyons est simplement la somme de toutes les histoires que nous ne voyons pas. Alors, la prochaine fois que vous vous asseyez le matin avec votre tasse de café et que vous regardez un simple rayon de soleil traverser la fenêtre pour venir éclairer la vapeur, ne le regardez plus jamais comme avant. Ne voyez plus une simple ligne droite, paresseuse et évidente. Rappelez-vous que pour que ce petit moment de banalité existe, pour que cette lumière arrive jusqu'à vous, l'univers a dû travailler d'une manière inimaginable. Il a dû convoquer l'infini. Il a dû explorer chaque coin obscur de l'espace, chaque boucle temporelle, chaque possibilité délirante. Des milliards de chemins fantômes se sont annulés dans le silence pour qu'un seul chemin réel puisse émerger dans la lumière. C'est là toute la beauté de la physique. Elle ne nous enlève pas la poésie du monde, elle l'amplifie. Elle nous montre que derrière la simplicité apparente des choses se cache une tempête d'activité frénétique. La nature est une artiste exubérante qui brouillonne l'univers entier à chaque fraction de seconde, juste pour dessiner un seul trait net sous vos yeux. Le monde n'est pas fait de rigueur, il est fait de possibilités. Et vous, moi, nous tous, nous sommes l'exceptionnel, l'improbable, la magnifique somme de tout ce qui n'a pas disparu. L'univers et c'est tout. Mais à la fin, il ne reste que la lumière. Maintenant, allez regarder le monde. Il est beaucoup plus vaste que vous ne le pensez.